Bonjour Lise Prader. Bonjour Natacha, bonjour tous les participants de l'aventure en écriture. Eh bien écoute, je ne sais pas si c'est digne d'un bon polar, mais je vais de suite révéler que Lise Prader n'est autre que Marilyn Gerlach. Pourquoi tu as choisi un pseudo pour écrire ce roman? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Bon, la première, c'est que je travaille dans la communication et tout ce qui est identité numérique, c'est des sujets que j'aborde professionnellement. Et donc, je trouvais que c'était bien de distinguer mon identité personnelle de mon identité d'auteur. Euh, Ne serait-ce que par exemple sur Facebook, ben, c'est bien d'avoir des amis Facebook et puis de pouvoir aussi avoir un contact, mais vraiment en tant qu'auteur, avec des lecteurs. Ça, c'était une première raison. La deuxième raison, c'est que mon pseudo ressemble à une lettre près au nom de ma grand-mère. Mhm. Et c'est ma grand-mère qui est institutrice qui m'a appris à lire, qui m'a donné le goût de la lecture, de l'écriture. Elle écrivait elle-même très bien. Et donc, ça m'a fait plaisir de faire ce petit témoignage de reconnaissance. D'accord. Alors, Marilyn, tu es mon invitée aujourd'hui pour raconter le parcours qui t'a mené de l'atelier d'écriture à la publication. Et je pense que ça peut intéresser les participants de notre équipage des 23 jours Oui. d'écriture. Alors, je dis équipage parce que c'est une sorte de croisière anti-confinement dont on parcourt des paysages de l'imaginaire, hein, et tu en fais partie effectivement depuis le début. Alors, avant de parler de ton livre qui s'appelle en quête d'Héléna, j'avais envie de te présenter. Tu es né au bord du lac Léman. Visiblement, tu as toujours aimé dévorer des livres et les détectives, les personnages de détectives ne te laissaient pas indifférente. Tu es diplômée d'une école de commerce et tu as travaillé dans la communication depuis toujours. Et tu nourris un intérêt particulier pour les nouvelles technologies. Alors, tu as vécu aussi en Norvège, en Indonésie et aujourd'hui à Bordeaux après avoir vécu à Paris, plus exactement à Puteaux où on s'est rencontrés puisque tu as intégré les tout premiers ateliers que j'avais créés, qu'on appelait à l'époque Apéroplume. Donc justement, du texte court au roman, comment ça se fait que tu as eu envie de d'aventure? Alors, oui, donc effectivement, je crois que c'était en 2009 que j'ai trouvé une petite annonce pour Apéroplume dans la librairie Lamandier, que bon nombre de participants à cette aventure connaissent. Et donc, ça a été pour moi le début d'un processus où je me suis autorisée à dégager du temps pour écrire, parce que j'ai toujours écrit mais des petites choses, des petits poèmes, des petits compliments à l'occasion d'une fête de famille, etc. Et là, vraiment, je me suis mise dans une autre posture et j'ai tout de suite aimé et le fait de donner libre cours à ma fantaisie et à ma créativité et aussi le fait de le faire en groupe. C'était extrêmement agréable d'écouter les textes des autres participants et de voir comment à partir d'une même consigne on pouvait avoir des choses aussi différentes, variées, captivantes. Donc de petit à petit, donc j'ai appris aussi à comment dire à amplifier mon écriture, on va dire, parce que dans mon travail de communication, de marketing, il faut être extrêmement synthétique, droit au but, pas trop de fioritures, il faut dire juste ce qu'il en faut, parce que on sait que le lecteur a peu de temps d'attention à nous consacrer. Donc ça a été le travail de l'atelier. Ce que tu m'as permis de faire, c'est de développer mon écriture, de l'amplifier.
Et donc, de fil en aiguille, tu nous as proposé des ateliers nouvelles, donc j'ai trouvé ça intéressant d'aller vers des textes de plus en plus longs. Et puis après, ma foi, pourquoi pas un roman. C'était une sorte de défi que je m'étais fixé. Et puis après tout, j'ai toujours aimé, depuis toute petite, raconter des histoires. Donc ça m'allait très bien. Voilà le cheminement. Et alors, justement, moi, je me souviens d'une écriture qui était assez poétique. Tu avais de jolies images, assez dynamiques. Mais j'ai été quand même assez étonnée le jour où tu m'as dit, non seulement c'est un roman, mais c'est un polar. Pourquoi un polar? Eh bien, c'est un peu par hasard, ou quelque part un hasard guidé par le subconscient, je pense. Un peu par hasard, parce qu'au début, évidemment, apprenti écrivant, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc j'avais 2 ou 3 petits bouts de texte que j'avais élaborés, que j'aimais bien, et que je me suis dit, tiens, je vais partir de ça, faire un peu comme un patchwork. Et l'un d'eux, c'était, je me dis, ça c'est un bon incipit. C'était une scène de crime. Bon. Et je suis partie là-dessus, mais enfin, totalement par hasard. Et puis après, je me suis dit, mais dans le fond, quand tu étais petite, tu racontais des histoires de détectives. Et puis, secondo, le polar, c'est un excellent support pour raconter une histoire. Et plus on creuse, plus je me suis rendu compte que je m'étais fourrée dans une galère, dans le sens où c'est un mécanisme de précision, un polar. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que tout s'emboîte bien. En plus, il faut qu'il y ait des intrigues secondaires, des leurres, pour que le lecteur ait la surprise du dénouement final. Voilà, donc je me suis trouvée, on va dire, un peu embringuée par hasard là-dedans, et finalement, trouvant que c'était bien, et d'une part pour raconter des histoires, et puis d'autre part parce que le polar, le roman noir peut revêtir de multiples formes, et c'est un outil très versatile qui permet de toucher plein de sujets de société, de décrire des ambiances. C'est un outil idéal pour ça. Alors justement, est-ce que tu avais une envie de dire des choses particulières à travers ce livre? Ou c'est venu plus tard Non, je dirais que ça, pour le premier, non. Alors là, je viens de terminer mon deuxième, il est en comité de lecture. Et là, pour le coup, je me suis plus posé la question de qu'est-ce que j'avais envie de dire, quel sujet j'avais envie de traiter. Mais pour le premier, j'avoue que j'ai avancé en marchant. Et puis, entre le premier et le deuxième, j'ai lu aussi énormément de polars, donc j'ai appris des choses, quoi. Oui, tout à fait. Alors justement, comment tu as démarré et quelle a été ta démarche d'écriture pour quand on se lance comme ça dans un projet? Alors, j'ai tout de suite perçu que ce qui était important, c'était la construction de personnages. D'ailleurs, tu nous as toi-même, tu nous as proposé en atelier les fiches personnages de Simenon, et tu nous as expliqué que Simenon, il commençait par créer ses personnages et l'histoire venait après. Et donc assez vite, j'ai dessiné un personnage qui est le commandant Gignac, qui est un policier de la police judiciaire de Nanterre, et qui est, comme son nom l'indique, un homme du Sud-Ouest, exilé à Paris. J'ai créé autour de lui un univers, notamment les rapports avec son fils, la passion commune qu'ils ont du rugby, sa séparation, qui vivait assez mal avec sa femme, bien que cette séparation soit déjà ancienne. Donc tout de suite, j'ai campé ce personnage-là, et je dois dire que plus j'avançais dans l'histoire, plus le personnage se définissait, et plus finalement, il me prenait par la main pour continuer l'histoire. D'accord. Je suis partie avec un plan tout fait. J'avais au départ quelques morceaux de patchwork. J'avais aussi quelques sujets dont je savais que j'allais aborder parce que c'était des sujets sur lesquels j'avais des bonnes sources d'informations. Soit parce que
Comme la Norvège, je connaissais ce pays, comme les Alpes, je suis originaire de Savoie, donc c'était pas difficile pour moi d'avoir un récit crédible, soit parce que j'avais des bonnes sources d'informations, notamment sur l'industrie pétrolière et sur le monde du rugby. Et pour moi, c'était important pour être crédible, d'être sûr de raconter des choses qui sonnent vraies. Tout le temps, mon souci, c'était si quelqu'un y connaît quelque chose au pétrole, au rugby, aux Alpes, aux grandes sociétés de la défense, eh bien, il faut que même une personne avertie puisse se dire ah ben ça sonne juste. Alors à ce stade, justement, ça donne un peu envie que tu nous racontes un peu l'histoire sans évidemment déflorer le poteau rose. Oui, oui, qui arrive d'ailleurs à l'extrême fin. Le suspense est gardé jusqu'au bout. Donc le point de départ de l'histoire, c'est tout simplement donc une scène de crime. C'est une jeune femme qui est géologue dans une société pétrolière et qui est retrouvée assassinée dans son appartement à Puteaux. Donc le commandant Gignac est en charge de l'enquête, est directeur de l'enquête, et il se trouve que la jeune femme qui a été assassinée ressemble beaucoup à son ex-femme. Donc du coup, ça va donner une dimension supplémentaire à son enquête. Et il va avoir particulièrement à cœur de suivre les traces de cette jeune femme. Il va partir enquête en 2 mots, d'Elena, et voir quelle était cette jeune femme, quelle était même cette petite fille, puisque c'est une fille d'émigrés, de réfugiés politiques. Donc voilà le point de départ, et l'histoire va tourner autour de Gignac et puis d'Elena qu'on va découvrir au fur et à mesure. Voilà, et on peut dire donc il va y avoir un voyage donc dans plusieurs univers. D'abord la défense, les grandes sociétés, le monde du pétrole, avec notamment une scène sur une plateforme en mer du Nord, en Norvège. Il y a aussi des scènes dans un village perdu des Alpes, et aussi des scènes autour du rugby. Alors, en combien de temps tu l'as écrit ce livre, Marilyn? Alors le processus a été assez long parce que je n'avais pas beaucoup de temps à y consacrer, donc j'ai mis 2 ans et demi. Tu travaillais en fait. Mais en travaillant beaucoup en pointillé, avec des périodes où j'y travaillais pas du tout. Il pouvait rester 2 mois sans que j'y travaille. Donc ce qui n'est pas du tout efficace et pas du tout recommandé. Est-ce que tu as fait différemment pour le second, justement? Oui, alors en fait ça s'est passé en 2 phases. Donc le second, j'avais à peu près une petite moitié dans mes tiroirs, et aussi faite de façon éparpillée dans le temps. Et puis depuis septembre, je m'y suis mise, disons 3 fois par semaine, 3-4 fois par semaine. Par tranche de 3 heures, on va dire. Et là, j'ai bouclé l'autre grosse moitié. Et c'était beaucoup plus efficace et beaucoup plus agréable aussi, parce que on est plongé dans l'histoire, on chausse des lunettes dans la vie courante qui vous aident à trouver des ingrédients aussi au fur et à mesure qu'on avance. Disons que le premier, tu l'as écrit alors que tu travaillais encore. Donc j'imagine que c'était difficile de dégager du temps. Oui, oui, oui. Alors, après, il y a l'étape relecture, et puis aussi l'étape publication. Comment ça s'est passé pour toi? Alors pour la lecture, alors là j'ai beaucoup de chance de pouvoir compter sur un comité de lecture restreint, mais bienveillant, constructif, de personnes qui sont elles-mêmes des personnes qui écrivent. Mmh. Donc d'une part, j'ai des participants ou anciens participants de ton atelier qui ont bien voulu me faire l'amitié de dégager du temps pour me dire ce qu'ils pensaient de mon livre. J'ai aussi ma fille qui est auteure en littérature jeunesse. Donc tout ça, ça m'a donné quand même un premier panel. N'oublions pas que je travaille dans le marketing, donc j'ai fait mon petit panel
de lecteurs attentifs et compétents et bienveillants, et ça m'a beaucoup aidé pour être sûr que mon histoire était cohérente, pour être sûr que au niveau du langage des différents personnages, ça collait bien, parce que c'est évident que le commissaire du Sud-Ouest, il va pas parler comme un DRH d'une boîte du CAC 40, par exemple. Voilà, puis il y a aussi des moments où ils m'ont dit ah, mais là c'est bien, mais on a envie d'en savoir plus, parce que c'est aussi un défaut que j'ai, c'est peut-être d'avoir une littérature, enfin une écriture qui dans un premier jet est un peu sèche, quoi. Je veux dire, il n'y a pas trop de fioritures autour. Et en fait, ce n'est pas des fioritures, c'est des choses qui sont aussi importantes pour installer l'atmosphère, pour installer un personnage. Donc, ils mettent beaucoup à ce niveau-là pour me dire, hé, là, il faut que tu nous en dises plus. Oui, d'accord. Et alors, je me souviens que tu bataillais, je me souviens d'un épisode où tu bataillais avec une scène de combat, parce que ça ne rien, mais... Oui, donc là, effectivement, ça n'est pas du tout naturel. Et donc, je me suis visionnée sur les conseils d'ailleurs d'une des participantes de l'atelier, je me suis visionnée des vidéos de Krav Maga. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Et on m'a expliqué que c'était une technique de combat des forces secrètes israéliennes. Donc voilà, comme quoi on apprend énormément de choses en écrivant. Ça, c'est aussi un des intérêts de l'écriture. Donc voilà comment je suis arrivée à boucler ma scène, et puis que j'ai fait valider après par mes lecteurs en leur demandant si ça leur paraissait tenir la route ou pas. Alors, une fois que tu as eu le roman en main en disant bon, ça y est, je pense que je suis arrivée au bout de là où je pouvais arriver toute seule, l'étape suivante, ça a été l'envie de publier. Comment ça s'est passé? Ben, alors j'avais trouvé un annuaire, je crois qu'il n'existe plus, qu'il est plus mis à jour, c'est Loi Plate, ça s'appelle. C'est un, un dictionnaire, un répertoire des sociétés d'édition qui permettent de voir notamment ce qui est la ligne éditoriale des maisons d'édition, parce que c'est pas la peine d'envoyer son manuscrit partout à des sociétés qui ne seront pas intéressées. Par exemple, il y a beaucoup de maisons d'édition dans le polar qui font des polars régionaux. Ça marche très bien. Mais moi, il ne fallait pas que j'envoie mon roman à une maison spécialisée dans les polars bretons ou basques, par exemple, parce que ça ne les aurait pas intéressés. Où il y a aussi dans les polars pas mal de maisons d'édition qui ne font que des traductions de choses qui ont eu du succès à l'étranger. Donc là aussi, ça aurait été peine perdue. Donc j'ai fait une petite sélection en alternant des grands et des moyens éditeurs. Et j'ai envoyé à 11 éditeurs. Faut savoir que ça prend quand même pas mal de temps. Faut aller, alors déjà il y a la sélection, puis après il faut aller sur le site de l'éditeur et voir sous quelle forme ils veulent recevoir le manuscrit. Parce que certains ont des directives très précises. Il y en a qui veulent que de la forme numérique, et encore des fois avec une certaine marge, une certaine typo, etc. Il y en a d'autres qui veulent que du papier. Alors là, c'est plus compliqué parce que c'est des frais aussi. Il faut faire photocopier le truc, il faut envoyer le paquet, c'est aussi des frais d'expédition. Ça a l'air de rien, mais finalement, c'est un vrai travail. Donc ça m'a pris, je ne sais pas, à peu près 4 mois. Pour envoyer mes 11 manuscrits. Enfin bon, je ne faisais pas que ça, je vous rassure, mais quand même, c'était quand même comment dire, un temps à consacrer relativement important, quoi, dans l'emploi du temps. Oui, c'est pas quand quand on a fini le livre, c'est pas une histoire finie, hein, c'est ça. Non. Et après, il faut les réponses, parce qu'il ne faut pas être pressé. Il faut savoir que les éditeurs reçoivent une multitude de manuscrits. Il y en a même certains qui n'ont même pas la correction de vous répondre. Donc, après combien de temps tu as eu une réponse positive? Donc, j'ai fait, disons, le gros de mes envois était en avril, et j'ai eu une réponse positive, je pense, fin novembre. D'accord. Et ensuite, alors,
tu étais évidemment ravie, mais il y a eu disons tu as eu quelques mésaventures Oui, avec ton éditeur. c'est-à-dire que toute contente, je signe un contrat en décembre. C'était en décembre 2015. Je rencontre l'éditrice, ça se passe très très bien. Euh, quelques semaines après, elle démissionne. Et après, c'est le silence radio. Silence radio pendant un an. Donc, il ne répondait pas à mes mails, au téléphone. Je suis allée sur place, mais c'était en fait une adresse, une domiciliation. Donc, j'étais très, très angoissée parce que j'avais abandonné mes droits d'auteur. Eh oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'était non pas un contrat en auto-édition, c'était un contrat à compte d'éditeur. Donc là, on abandonne ses droits et en contrepartie, eh bien, l'éditeur s'engage à prendre en charge tous les frais de fabrication, s'engage à soutenir la commercialisation, etc. Mais tes droits ne t'appartiennent plus. Donc j'étais pas bien à ce moment-là, franchement. Et puis après, ça finit par se débloquer dans le sens où... Comment tu as su résoudre? À force de les harceler, etc., bon, ils ont fini par me dire, écoutez, nous, on arrête notre activité à compte d'éditeur parce que ça ne nous rapporte rien. Enfin, ça ne marche pas. Mais par contre, on a une activité d'auto-édition. Donc, si vous le souhaitez, on vous propose de faire à compte d'auteur. Donc moi j'ai accepté parce que j'avais envie que mon projet prenne vie. Je me suis dit s'il faut encore retrouver un autre éditeur, donc je dis allons-y et puis après tout ça pourra me donner une visibilité. Donc j'ai fait ça. J'ai eu la satisfaction d'avoir un livre qui était bien réalisé avec une jolie maquette. Bon, alors évidemment, après, il y avait aucun soutien commercial et c'est vrai que c'est pas la relation que j'aurais souhaité avec un éditeur qui échange avec toi sur la qualité de ton texte, qui te soutienne avec des communiqués de presse et tout ça, rien du tout. Donc en fait, quand j'y allais, je prenais livraison de mes bouquins et puis il fallait que je les vende moi. Donc c'était un rapport pas d'auteur à éditeur, mais de prestation de service. Voilà. Donc moi, j'avais envie justement d'avoir ce rapport avec un éditeur, de me confronter à un regard professionnel. Et donc, j'ai poursuivi ma quête d'éditeur. Je ne sais plus combien j'ai fait pas tellement, peut-être 4 ou 5. Et jusqu'à ce que la maison des éditions Flamand Noir me dise banco. Et donc là, je suis absolument ravie d'être avec eux. C'est une société d'édition, mais qui fait de l'artisanat, on va dire, mais dans le sens noble du terme. C'est-à-dire qu'ils ont choisi de sortir peu de titres, mais de bien accompagner les auteurs. Et en ce sens, ça a été précieux de travailler avec Nathalie Brault, mon éditrice, parce qu'elle a eu des très bonnes remarques. Et puis, je me sentais beaucoup plus soutenue quand le livre est sorti. Elle a fait un gros travail au niveau de la communication. Elle avait un gros réseau de blogueurs, de chroniqueurs. Donc, j'ai eu beaucoup de chroniques. J'ai dû avoir une vingtaine de chroniques grâce à elle. Et donc ça c'est quand même encourageant. Tout à fait. Et du coup, tu as décidé de refaire un livre. Est-ce qu'il y a des freins que tu avais rencontrés dans l'écriture du premier roman dont tu te souviens et que tu as réussi à pallier pour le second? Le frein principal que j'avais pour le premier roman, c'est que ma démarche était un peu désordonnée, quoi. Tandis que là, je savais déjà beaucoup mieux comment se structurer un polar et j'ai pas perdu de temps avec ça. D'accord. Et puis tout de suite, j'ai aussi su que voilà, je voulais viser tel et tel type d'univers. Donc ça a été un énorme gain de temps. Et puis mes personnages étaient installés. Enfin, j'en ai
créer de nouveaux. Tu as repris le commissaire, est-ce que c'est toujours le même? Oui, j'ai repris le commandant Gignac, oui, bien sûr, mais il a une équipière maintenant qui s'appelle Violette, qui est une jeune femme dynamique, sportive. Est-ce que ça a été évident pour toi de recommencer avec un polar ou tu t'es posé la question de faire un autre type d'écrit? C'était évident pour moi de recommencer avec Gignac. Oui, c'est Voilà. ça. J'avais pas envie de le lâcher. Ouais. Est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner à une personne qui se lancerait, alors éventuellement dans l'écriture du long, mais peut-être plus particulièrement dans le polar? Pour écrire un polar, je trouve que c'est bien de lire beaucoup cette littérature, de s'imprégner des différents genres et de voir comment c'est fait, de comprendre un peu les coutures, l'articulation. Ça, c'est vraiment précieux. Ça fait gagner un temps fou. D'accord. En clair, j'en lisais pas assez avant de commencer le premier. C'est ça. Est-ce que, si on veut acheter ton livre, il y a un lien que tu pourras nous donner pour le lire, enfin le commander en e-book? Oui, alors en e-book, donc sur On la va le mettre. maison de mon éditeur, c'est pas possible de l'avoir en numérique, mais Oui, par ailleurs, il n'y a aucun problème, c'est distribué en numérique sur la FNAC, sur Place des Libraires, sur des sites, sur Cultura, et si c'est un format en point Mobic, si on a une liseuse Kindle, donc là, il faut le commander sur Internet. Donc oui, je vous donnerai les liens. oui, OK, on les mettra sous l'interview. Mais en tout cas, merci mille fois Marilyn de ce témoignage. Ben, je t'en prie, c'était un plaisir. Et puis bonne écriture à tous. Merci.